Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va aborder le premier cours des notions de base. On va plus particulièrement parler de force et d'énergie. Alors c'est un cours plutôt dense, avec des questions jugées plutôt compliquées par les étudiants, mais en étant méthodique on peut très bien s'en sortir et c'est l'objet même de cette vidéo. Parlons maintenant des unités de mesure. Donc les forces sont exprimées en newton, c'est-à-dire en kilogrammes, mètres, secondes moins 2, alors que les énergies sont exprimées en joules, c'est-à-dire en kilogrammes, mètres carrés, secondes moins 2. Donc en gros, les énergies, c'est quoi? C'est une force qu'on a appliquée à une certaine distance. Toujours plus haut, toujours plus loin, car oui, on ne s'arrête pas là les amis. Il y a les unités dépendant des centimètres, des grammes et des secondes. Donc pour passer du newton au din ou dines comme vous voulez, il faut multiplier par 10 puissance 5. Par contre, pour passer du joule aux erg, il faut multiplier par 10 puissance 7. Concernant les calories, on les réserve plus aux boîtes de céréales, ils ne servent pas vraiment le jour du concours. Mais par contre, les électronvolts, c'est vraiment capital de savoir que pour passer de l'électronvolt au joule, on multiplie par 1,6 fois 10 puissance moins 19. Ça, c'est super utilisé. Et donc, pour passer du joule aux électronvolts, et ben, on divise par 1,6 fois 10 puissance moins 19. Donc là, je vais vous présenter les différentes grandeurs que l'on utilisera dans ce cours, car oui, il n'y a pas que les forces et l'énergie. Donc on parle d'unité SI pour unité du système international. Donc pour les masses, on a le kilogramme. Pour les charges, on a le coulomb. Pour les distances, on a le mètre. Les vitesses, c'est une distance divisée par une durée, donc mètre seconde moins 1. Et l'accélération n'est rien d'autre qu'une différence de vitesse divisée par une durée, d'où mètre seconde moins 2. On a également les quantités de mouvement, exprimées en kilogrammes, mètre seconde moins 1, que l'on verra plutôt vers la fin du cours. La constante de dureté d'un ressort, K, en newton mètre moins 1. Les champs électriques E, en volts par mètre, ou volt mètre moins 1, qui est super importante. Et le champ magnétique B, en Tesla. Pareil, c'est super important à savoir. Et là, je vous ai fait un petit cadeau, puisque je vous ai fait un rappel des différentes unités de mesure. Donc pour ne pas les confondre, moi je les apprenais dans l'ordre. Donc en premier milli, puis micro, nano, pico, femto, en cinquième. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qui différencie l'une de l'autre, c'est toujours une histoire de 10 puissance moins 3. Donc par exemple, si on me demande combien de mètres vaut du nanomètre, eh bien, milli, micro, nano, c'est le troisième de la liste. Je fais 3 fois moins 3, j'obtiens donc moins 9. Ça veut dire que c'est du 10 puissance moins 9 mètres. Et c'est pareil avec l'infiniment grand. Donc je les apprenais dans l'ordre. Kilo, méga, giga, téra. Et si on me demande par exemple quel est le lien entre l'octet et le mégaoctet, eh bien kilo, méga. Donc le deuxième de ma liste, je faisais 2 fois 3, 6. Donc 1 méga, c'est égal à 10 puissance 6 octets. Enfin, on a l'angstrom qui est un peu à part. Il faut juste savoir qu'un angstrom, c'est égal à 10 puissance moins 10 mètres. Et voilà, le cours est terminé. Non, en fait, c'était juste la fin de l'introduction. Rentrons maintenant dans le vif du sujet en parlant de force et d'accélération. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une force est ce qui met en mouvement un corps libre. Donc, on a la loi générale de Newton qui nous dit que la force est égale à la masse de l'objet fois son accélération. Maintenant, il y a le cas particulier d'un objet en inertie. Donc, un objet en inertie est soit statique ou immobile, ou alors c'est un objet qui va tout droit, donc qui a une trajectoire rectiligne, et qui a une vitesse constante, donc un mouvement uniforme. Donc en gros, si on va tout droit, si notre vitesse est la même, ça veut dire que l'accélération est nulle, donc la somme des forces est nulle. Et ça, c'est super important à savoir. Pour ceux qui auraient un peu de mal à visualiser tout ça, j'ai pris deux exemples pour le cas de l'objet en inertie. Un objet immobile et un objet qui va tout droit à la même vitesse. Donc déjà pour l'objet en inertie, j'ai pris un livre sur une table. Bon. Donc on a la force gravitationnelle qui le tire vers le bas, évidemment. Et on a la force de résistance de la table qui le retient au final et qui fait qu'il ne va pas s'enfoncer jusqu'au centre de la Terre, vous voyez un peu. Et donc ces deux-là s'annulent et le livre est donc stable, il ne va pas bouger.
Pour le mouvement uniforme avec trajectoire rectiligne, j'ai pris l'exemple du curling, même si c'est pas l'exemple parfait, vous verrez pourquoi. Donc on a déjà la force gravitationnelle qui les tire vers le bas, la force de résistance du sol qui fait qu'il ne s'enfonce pas, et la force humaine qui pousse vers l'avant l'objet, et on a la force de frottement qui, on va dire, le tire vers l'arrière. Donc là, on est dans un cas idéal où la force de frottement sera égale à la force humaine qui le fait avancer. Et bien dans ce cas-là, l'accélération sera nulle. En gros, l'objet gardera sa vitesse initiale de manière indéfinie et l'objet ne s'arrêtera jamais. Mais dans la réalité, eh bien, cette force de frottement augmente avec la distance parcourue et du coup un jour ou un autre, l'objet finira par s'arrêter. Parlons plus particulièrement de l'accélération maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'accélération a deux composantes. Et oui, pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué? Alors on a l'accélération parallèle ou tangentielle, on a l'accélération normale ou perpendiculaire. Donc pour ça, rien de mieux qu'un bon vieux petit schéma pour comprendre. Donc en bleu, on a la trajectoire, en vert, on a la vitesse, et en orange, on a l'accélération. Alors, l'accélération parallèle, est parallèle à la trajectoire, d'où son nom. C'est celle qui augmente ou diminue la vitesse. Par contre, l'accélération perpendiculaire, elle influence plus la trajectoire en elle-même, donc si on va à gauche ou à droite. Il faut surtout savoir que cette accélération perpendiculaire ou normale est égale à la vitesse au carré sur le rayon de courbure. Et donc quand on tourne en rond, donc quand on a une trajectoire circulaire, le rayon de courbure est égal au rayon du cercle. Pour comprendre les liens mathématiques entre accélération, vitesse et trajectoire, il faut juste savoir que la trajectoire ou la distance parcourue est donc en mètres. La vitesse n'est rien d'autre qu'une différence de distance sur une différence de temps. Et l'accélération, une différence de vitesse sur une différence de temps. Donc au final, ça revient à dériver au fur et à mesure pour trouver l'accélération. Et donc quand on part de l'accélération, pour retrouver la trajectoire, eh bien on opère une série d'intégrations. Donc ce point sert juste pour comprendre les formules qui viendront par la suite. Parlons maintenant d'un point clé de vocabulaire pour comprendre les questions du concours. Donc pour les mouvements, il y a des mouvements uniformes où la vitesse est constante. L'accélération parallèle est forcément nulle, très important. Par contre, l'accélération perpendiculaire peut exister. Donc en gros, on peut faire des zigzags, on peut tourner en rond. À partir du moment où la vitesse est constante, tout va bien. Par contre, le mouvement uniformément accéléré est un mouvement où l'accélération est constante. Ça veut dire que la vitesse, elle, varie. Concernant les trajectoires, on a la trajectoire rectiligne où en gros on va tout droit. Donc l'accélération perpendiculaire est obligatoirement nulle parce qu'on considère que les rayons de courbure tendent vers l'infini. Par contre, l'accélération parallèle peut exister, donc on peut accélérer, ralentir, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est le cas de la force gravitationnelle, la force électrique et aussi la force de rappel. On a aussi la trajectoire circulaire, où l'accélération parallèle est obligatoirement nulle. On a une accélération perpendiculaire qui elle est constante, et une vitesse également constante. C'est le cas de la force magnétique. Bien. Parlons maintenant des différentes forces que l'on abordera dans ce cours. Alors on va commencer avec la force gravitationnelle. Le principe est que chaque objet ayant une certaine masse aura un pouvoir d'attraction. Et cette force d'attraction est d'autant plus grande que la masse de cet objet est grande. Donc on va commencer avec la force gravitationnelle terrestre, qui est donc égale à G, la constante gravitationnelle universelle, fois la masse de la Terre, fois la masse de l'objet en question, le tout divisé par la distance qui sépare le centre de la Terre et le centre de l'objet au carré. Alors comme vous voyez, c'est une formule qui est un peu grosse, alors les scientifiques se sont dit pourquoi ne pas la simplifier, après tout il y a pas mal de constantes là-dedans. Et oui, parce que grand G est une constante, la masse de la Terre est une constante, et le rayon de la Terre est aussi une constante. Donc ils se sont dit on va regrouper tout ça en une seule petite constante, qui sera petit g, l'accélération de la pesanteur terrestre, qui est égale à 9,81 mètres secondes moins 2. Bien évidemment, on utilise petit g uniquement pour les objets à la surface de la Terre, et non pour les satellites. Pour la Lune, c'est exactement la même chose, seulement que la masse et le rayon de la Lune sont plus petits que ceux de la Terre, ce qui donne une accélération de la pesanteur lunaire 6 fois plus petite que celle de la Terre, et ça il faut le savoir. Ça veut dire donc que mon poids sur la Lune
sera 6 fois plus petit que mon poids sur la Terre. Mais attention, attention, mesdames et messieurs, poids ne veut pas dire masse. Un poids, c'est une force gravitationnelle en newton. Par contre, que je sois sur Terre, sur Mars ou sur la Lune, j'aurai exactement la même masse, à part si je fais un régime. Parlons maintenant de la force de rappel ou oscillation harmonique. Donc en gros, on a un ressort avec au bout un objet. Donc, on considère que le point 0 est le point d'équilibre. La contraction maximale étant le moment où le ressort est le plus petit, l'élongation maximale étant le moment où le ressort est le plus loin. Et donc A, c'est l'amplitude du mouvement par rapport au point d'équilibre. On a essayé de modéliser ça par une fonction, donc x étant la distance parcourue par rapport à ce point d'équilibre justement. Donc x est égal à l'amplitude du mouvement fois le sinus de la pulsation temporelle en radians par seconde fois le temps petit t. Donc cette pulsation temporelle est juste égale à 2 fois pi fois la fréquence. Il faut toujours avoir en tête que la fréquence en seconde moins 1 ou en hertz est le nombre d'oscillations pour une seconde, alors que la période en secondes est le nombre de secondes pour une oscillation. Donc l'un est l'inverse de l'autre. Après, on a ces formules en noir, mais on les utilise pas beaucoup. Par contre, il faut vraiment bien connaître celles qui sont en rouge. Concernant la force électrique, eh bien, je pense que vous avez déjà quelques petites notions. Donc on va zoomer un petit peu. Donc on a une plaque positive, une plaque négative, et donc création d'une différence de potentiel entre les deux, et donc d'un champ aussi, qui se déplace du positif vers le négatif toujours. Et donc là, on y met une particule Q. Donc si elle est de charge positive, elle ira vers la plaque moins, et si elle est négative, elle ira vers la plaque positive. On a un mouvement qui est unidirectionnel, et une trajectoire rectiligne, donc on va tout droit. Concernant la force magnétique, aussi appelée force de Lorentz, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on a une particule de charge Q qui rentre dans un champ magnétique uniforme B. On dit uniforme parce qu'il est le même en tout point. La force magnétique est égale à la charge Q fois le produit vectoriel entre la vitesse de la charge et le champ magnétique. Donc concrètement, ça nous donne QVB sinus de alpha, alpha étant l'angle entre la vitesse de la charge et B le champ. La plupart du temps, on prendra alpha égale 90, et comme sinus de 90 est égal à 1, on considère que la force sera maximale, puisque la force sera égale tout simplement à QVB. Prenons maintenant cet exemple. Imaginons un champ B qui part vers là-bas, et une charge Q qui rentre dans ce champ. Et bien si elle suit ce vecteur V qui donc est perpendiculaire à B comme on l'a dit, elle va se retrouver piégée dans ce champ, et elle va tourner en rond sur le plan VF, comme ça. Et ce sera un plan qui sera donc perpendiculaire au champ B. Donc là, je vais vous faire passer un petit extrait d'une vidéo. Ça durera juste 1 minute. D'ailleurs, je vous conseille de la voir en intégralité. J'ai mis le lien tout à la fin. Considérons une charge Q positive se déplaçant librement, entrant dans un champ magnétique, de sorte que le vecteur V est perpendiculaire au vecteur B. Dans ce cas, θ est égal à 90 degrés et, par conséquent, la grandeur de la force électromagnétique est maximale et FB est égal à QVB. Pour déterminer le sens à partir de l'équation de FB, agissant sur une charge positive, nous utilisons la règle de la main droite. Orientez votre index le long du vecteur de vitesse V et le majeur dans le sens du champ magnétique B. Le sens du pouce donne le sens de la force électromagnétique FB. Cette force dévie la trajectoire de la charge dans un champ magnétique. Au point L, la force FB est perpendiculaire à V. Cette force fléchit la trajectoire de la charge et elle atteint M. À ce point également, la force tire la charge vers l'intérieur, fléchissant sa trajectoire plus loin, et la charge atteint le point N. La charge est soumise à une force électromagnétique centripète, constante, à chaque point de sa trajectoire. Comme cette force est toujours perpendiculaire à la vitesse et par conséquent au déplacement, le travail accompli par la force électromagnétique sur la charge est de 0.
l'énergie de la charge reste constante, et donc aussi sa vitesse. Par conséquent, la force magnétique ne fait que changer la direction de la vitesse de la charge et pas son intensité. La charge exécute alors dans le champ un mouvement circulaire. La charge n'étant alors plus libre, le champ magnétique piège les particules chargées. Ceci est aussi vrai pour la charge négative, mais le sens de la force électromagnétique agissant sur elle est à l'opposé du pouce de la main droite. Pour la force électromagnétique maintenant, on a de nouveau une charge Q qui a une certaine vitesse initiale et qui rentre non seulement dans un champ magnétique B, mais en même temps dans un champ magnétique E. Oulala, bon, on va commencer petit à petit. Parlons déjà de la force gravitationnelle terrestre. Alors là on a le sol, et là on a un objet qui tombe sur le sol. Donc ce qu'on va voir là est valable à la surface de la Terre, mais ce n'est pas valable pour un satellite qui serait du coup bien plus loin. Donc la force gravitationnelle sera égale à la masse de l'objet fois petit g, l'accélération de pesanteur terrestre, qu'on a vu tout à l'heure. On a une accélération parallèle qui est égale à petit g. Par contre, on n'a pas d'accélération perpendiculaire vu qu'on va tout simplement tout droit. La vitesse n'est rien d'autre que l'accélération fois t, le temps. La trajectoire est rectiligne, donc on va tout droit. Elle est égale à 1/2 fois l'accélération fois t carré. Le mouvement est uniformément accéléré, c'est-à-dire que la vitesse augmente de manière constante. Le mouvement est également unidirectionnel, donc on travaille sur le même axe, l'axe X. Il existe aussi une énergie potentielle que l'on note EP, qui donc est égale à la masse de l'objet fois petit g fois sa hauteur en mètres. Passons à la force électrique. Donc comme on a dit, on a deux plaques, une positive, une négative, qui induit une différence de potentiel en volts, qui induit aussi un champ électrique qui va du plus vers le moins. Et donc là, on y met une particule chargée Q. Donc la force électrique est égale à la charge Q, en normes, parce que c'est surtout les normes qui nous intéressent, fois le champ électrique, E. Concernant A, eh bien c'est QE divisé par M. On n'a qu'une accélération parallèle et pas une accélération perpendiculaire, parce que de nouveau on ne va que tout droit. On a une vitesse qui est égale à l'accélération fois t, une trajectoire qui est égale à 1/2 fois l'accélération fois t carré, donc c'est un peu comme la force gravitationnelle. La trajectoire est rectiligne parce qu'on va tout droit. Le mouvement, pareil, est uniformément accéléré. On accélère de manière constante, unidirectionnelle. Après, il faut juste savoir que le sens de déplacement de la charge dépend de sa charge. Donc si elle est négative, elle se déplacera vers le pôle plus. Si elle est positive, elle se déplacera vers le pôle moins. Et maintenant, faites tous du bruit pour la force de rappel! Et oui, alors, qu'est-ce qui se passe chez la force de rappel? Eh bien, la force de rappel est égale à la constante de dureté fois x, la position. Concernant l'accélération, c'est déjà bien de savoir qu'elle est nulle à la position d'équilibre, que la vitesse est maximale à la position d'équilibre, c'est-à-dire quand x est égal à 0, que la trajectoire est rectiligne, d'accord, donc on va tout droit, que l'oscillation est harmonique autour de la position d'équilibre, donc ça on l'a déjà dit, unidirectionnelle parce que sur le même axe x, et on a une énergie potentielle. Alors je vais pas trop détailler les formules parce que c'est pas vraiment ce qui est demandé le jour du concours. Comme je vous ai dit, ce qui est important c'est les formules qu'on a vues un petit peu tout à l'heure concernant cette force de rappel, et aussi les petits points dont on parlait, par exemple que à l'équilibre, l'accélération est nulle, que la vitesse est maximale. Voilà, c'est plutôt ce genre de choses qu'il faudra connaître sans forcément connaître en détail les formules. Voyons voir maintenant ce qui se passe du côté de la force magnétique. Alors, on a un champ magnétique B, qui est un vecteur qui pointe vers nous, d'accord? Donc c'est pas un point, c'est vraiment un vecteur qui pointe vers nous, et qui est perpendiculaire au plan de la feuille, donc au plan VF si vous préférez. Et on a une particule qui du coup tourne en rond. La force magnétique est égale à la charge fois la vitesse fois le champ B fois le sinus de l'angle entre la vitesse et le champ. La plupart du temps, on prendra une vitesse qui sera perpendiculaire à B, donc alpha égale 90. Dans ce cas-là, comme on tourne en rond, l'accélération parallèle sera nulle, et l'accélération perpendiculaire, elle, sera
constante et sera égale à la vitesse au carré sur le rayon de courbure, qui là du coup sera le rayon du cercle. Donc ça c'est la loi générale, on va dire, pour l'accélération. Et comme on est dans le cadre d'une force magnétique, l'accélération perpendiculaire est aussi égale à QVB sinus de alpha sur m, ou la force magnétique divisée par m, la masse. La trajectoire, comme on l'avait dit, est circulaire, donc l'accélération perpendiculaire est bien constante et différente de 0, donc non nulle. Le mouvement est uniforme, puisque la vitesse est constante, et le mouvement est également dans le plan qui est perpendiculaire à B, donc perpendiculaire au champ magnétique. Comme vous avez pu le comprendre, le sens de rotation de la charge dépend de la charge en elle-même, si elle est positive ou négative. Et enfin, voici la force électromagnétique. Donc là, on est dans un cadre où on a une particule vraiment très chanceuse, puisque non seulement elle subit une force électrique, mais en plus une force magnétique. Donc la force électromagnétique est juste égale à la somme de ces deux forces. Donc on peut aussi l'écrire de cette manière en factorisant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le champ magnétique va chercher à imposer plutôt une trajectoire circulaire à la particule, alors que le champ électrique, lui, n'en fera qu'à sa tête, voudra augmenter la vitesse de la particule et du coup aussi augmenter le rayon de courbure de la trajectoire. Voici maintenant un point mémo sur toutes les formules importantes que l'on a vues depuis le début du cours. Donc on a déjà la loi générale de Newton qui nous dit que la force est égale à la masse fois l'accélération de l'objet. Quand plusieurs forces sont appliquées sur un même objet, dans ce cas-là, il faut regarder si on est en inertie, c'est-à-dire si l'objet est immobile ou alors s'il va tout droit à une même vitesse, donc mouvement uniforme et trajectoire rectiligne. Parce que dans ce cas-là, l'accélération est nulle, donc ça veut dire que la somme des forces est nulle. On a parlé de la force gravitationnelle et aussi de la force électrique, donc on a vu pour les deux la force et l'accélération. Concernant la vitesse, c'était que l'accélération fois t, et la trajectoire c'était un demi de l'accélération fois t carré, pour les deux forces. Concernant la trajectoire, elle est rectiligne, on va tout droit. Le mouvement est uniformément accéléré, donc on accélère de manière constante dans les deux cas, et unidirectionnelle puisqu'on est sur un seul axe, l'axe X. Concernant la comparaison Terre-Lune, il faut bien savoir que l'accélération de pesanteur terrestre est égale à 9,81 mètres secondes moins 2, que l'accélération de pesanteur lunaire est 6 fois plus petite que celle de la Terre, et que du coup mon poids sur la Lune sera 6 fois plus petit que celui sur la Terre. Mais il faut faire attention parce que poids n'est pas égal à masse. Donc poids, on avait dit, c'est vraiment une force en newton. Donc mon poids sur la Lune sera plus petit tout simplement parce que la masse et le rayon de la Lune sont tous deux plus petits que celui de la Terre. Concernant la force électrique, il y a un certain nombre de points du lycée dont il faut se rappeler. Déjà savoir que la différence de potentiel entre les deux plaques est égale à la tension de la plaque positive moins la plaque négative. Une formule qui est très utilisée aussi le jour du concours, c'est de savoir que le champ est égal à la différence de potentiel entre les deux plaques divisé par petit d, la distance séparant les deux plaques. C'est pour ça que le champ électrique est en fait en volts mètre moins 1. Et enfin, la charge d'une molécule est égale à grand N, le nombre de charges élémentaires, fois E, la charge élémentaire qui est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19. Donc par exemple, si on a une molécule avec 3 charges positives, et bien Q sera égal à 3 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19. Concernant la force de rappel, il faut connaître notamment ces trois formules en rouge. Ces deux formules en noir sont secondaires, mais toujours bien à connaître si vous avez le temps. Il y a quelques points à connaître aussi. Donc à l'équilibre, x est égal à 0, la vitesse est maximale puisque cosinus de 0 est égal à 1, et l'accélération est minimale puisque sinus de 0 est égal à 0. Pour la contraction maximale, x est égal à moins l'amplitude, à l'élongation maximale, x est égal à plus l'amplitude. Donc on peut en déduire de tout ça qu'à la contraction ou élongation maximale, x est égal à la norme de l'amplitude, la vitesse est minimale et l'accélération est maximale en norme. Pour la force magnétique, on avait vu la formule de la force, la formule de l'accélération, qui tombe très souvent le jour du concours, donc vraiment celle-là elle est à très bien connaître.
On avait parlé justement de quelques points sur la trajectoire, le mouvement. Concernant la force électromagnétique, c'est juste une charge qui subit non seulement un champ électrique, mais en plus un champ magnétique. Donc la force électromagnétique est la somme de ces deux forces, donc on peut l'écrire comme ça ou comme ça, c'est la même chose. Et pareil, on avait vu aussi l'impact du champ magnétique et l'impact du champ électrique. Voici maintenant un petit rappel du lycée, donc un petit rappel déjà de trigonométrie. Donc pour ce cours, il faut notamment savoir que sinus de 90 est égal à 1, c'était pour la force magnétique. Là, c'est un rappel sur les dérivations et les intégrations. Donc bon, c'est pas à prendre par cœur, hein, c'est pas très important. C'est juste pour vous expliquer d'où viennent les formules de vitesse et d'accélération. Et là, pour les vitesses, c'est toujours sympa de savoir qu'on peut multiplier par 3,6 pour passer du mètre par seconde au kilomètre heure, au cas où on serait bloqué le jour du concours. Bien. Passons maintenant aux énergies. La loi de conservation de l'énergie totale nous dit que l'énergie totale est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de l'objet. Dans un monde idéal, où il n'y aura pas de frottement, c'est-à-dire dans un système fermé, l'énergie totale est constante. Donc si on augmente l'énergie cinétique, on diminuera l'énergie potentielle. L'énergie cinétique existe à partir du moment où il y a un mouvement. Et elle est égale à 1,5 fois la masse de l'objet fois sa vitesse au carré. On peut calculer l'accroissement d'énergie cinétique en faisant la différence de l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale, comme on peut le voir ici. Pour l'énergie potentielle, il faut comprendre que même un objet statique possède une énergie potentielle. Dans le cas de la force gravitationnelle, on avait vu que cette énergie potentielle est égale à la masse de l'objet fois petit g fois la hauteur de l'objet. Pour la force de rappel, on avait vu qu'elle est égale à 1,5 fois la constante de dureté fois x carré. Voilà. Maintenant, cette formule d'énergie cinétique est valable dans la vie de tous les jours. Mais la physique, évidemment, n'est pas faite uniquement pour la vie de tous les jours, puisqu'il y a aussi la relativité restreinte. Donc on parle de la relativité restreinte dans le cas d'une particule, ou plus globalement on va parler d'objet, qui aura une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Dans ce cas-là, il y a une relation intime entre masse et énergie. Donc, plus l'objet va vite, plus sa masse augmente et plus son énergie augmente. Et tout ça, c'est modélisé par la formule d'Einstein, qui dit que l'énergie est égale à la masse fois c carré, qui est la célérité de la lumière. Donc on voit bien que la seule manière d'augmenter l'énergie ici, c'est d'augmenter la masse, puisque la célérité de la lumière, elle est constante. Et là, certains pourront se dire, mais si je fais un sprint dans mon jardin, bim, je me prends 200 kilos dans la gueule. Non, évidemment, ça ne marche que quand on va à une vitesse proche de celle de la lumière, et ce n'est pas moi avec mes petits pieds qui va aller aussi vite que la lumière, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Bien, passons maintenant à ces fameuses formules d'Einstein. Alors E, qui est l'énergie d'une particule à une vitesse donnée, est égale à la masse de cette particule à une vitesse donnée fois la célérité de la lumière au carré. Cette célérité de la lumière est une constante, elle est égale à environ à 3 fois 10 puissance 8 mètres secondes moins 1. Concernant la masse de cette particule à une vitesse donnée, on peut la retrouver grâce à cette formule. Donc, la masse à une vitesse donnée est égale à la masse au repos, donc quand la particule ne bouge pas, divisé par la racine de 1 moins la vitesse au carré de la particule en question, divisé par la célérité de la lumière. Il faut également savoir que d'après Einstein, rien ne va plus vite que la lumière. Donc la vitesse de cette particule sera toujours inférieure ou au mieux égale à la vitesse de la lumière. Et la masse au repos sera toujours inférieure ou au mieux égale à la masse à une vitesse donnée. Concernant l'accroissement d'énergie, delta E, ou en fait la différence d'énergie, eh bien c'est l'énergie à une vitesse donnée, moins l'énergie au repos de la particule. Donc ça veut dire qu'en fait c'est une différence de masse fois c carré. Et cette différence de masse, elle est égale à la masse à une vitesse donnée moins la masse au repos, et pas l'inverse, parce que de toute manière la masse au repos est théoriquement plus petite que la masse à une vitesse donnée. Il faut aussi savoir que le photon est la seule particule élémentaire à avoir une masse au repos qui est nulle. Après un tel constat, les scientifiques sont allés plus loin
en parlant de dualité onde-corpuscule. En gros, d'où est-ce que ça vient? On a Einstein d'un côté qui nous dit que l'énergie d'une particule est égale à sa masse fois c carré. De l'autre côté, on nous dit que l'énergie d'une onde est égale à la constante de Planck, h, fois la fréquence de l'onde. Et un jour, un scientifique avisé a eu l'idée de se dire « Et si on accolait ces deux formules ?» et de dire que l'énergie relativiste est égale à l'énergie ondulatoire. Eh bien, on a trouvé cette formule-là. Et c'est quand même une révolution en physique. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a Einstein qui nous parle de masse, donc de particules, ou de corpuscules, c'est la même chose. Et de l'autre côté, on a l'aspect ondulatoire, puisqu'on parle de fréquence. Et donc en accolant ces deux-là, on a réussi à déduire que derrière chaque particule, il y avait une onde, et que derrière chaque onde, il y avait une particule. Et ça, ce n'est pas rien. Parlons à présent d'un cas particulier, où l'on a une particule élémentaire qui va à une vitesse égale à celle de la lumière. D'accord? Donc, ça c'est valable dans le vide, aussi dans l'air, puisque bon, c'est pas loin. Par contre, c'est plus valable dans l'eau ou dans d'autres milieux. Donc, comme on l'a dit, l'énergie d'une onde est égale à la constante de Planck fois la fréquence. Ce qui est égal aussi à la constante de Planck fois la célérité divisée par la longueur d'onde, en mètres. Maintenant, déjà, c'est pas forcément pratique de parler de joules pour une particule, parce que bon, une particule c'est assez petit. Et pareil, les longueurs d'onde en mètres, bon, on n'utilise pas trop, c'est plus de l'angstrom ou du nanomètre la plupart du temps. Donc déjà, on va essayer d'adapter ça. L'autre chose, c'est que la constante de Planck, comme le dit bien son nom, est une constante, et que la célérité de la lumière l'est aussi. Donc on va faire un petit mix de toutes ces constantes pour trouver une formule qui est plus pratique. Et donc on trouve que l'énergie en électronvolts de cette particule ou de cette onde au final est égale à 12400 divisé par la longueur d'onde en angstrom. Donc pour rappel, l'angstrom c'est 10 puissance moins 10 mètres. Et on se rappelle aussi que la fréquence d'une onde c'est égal à l'inverse de la période. Et on touche pratiquement à la fin du cours avec quelques dernières formules. Donc parlons déjà de travail mécanique d'une force. En gros, le travail mécanique, c'est un peu l'énergie que fournit une certaine force. La loi générale nous dit que ce travail, donc cette énergie fournie, est égale à la force, fois la distance appliquée, fois le cosinus de l'angle entre la force et la trajectoire. Cependant, quand force et trajectoire sont parallèles et dans le même sens, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on aura cosinus de 0 degré égale 1. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, en particulier, on aura le travail ou l'énergie qui est égale à la force fois la distance. Donc cette formule est déjà tombée au concours. Et enfin, on a la quantité de mouvement ou l'impulsion petit p, qui est en kg mètre seconde moins 1. Donc d'un côté, on a l'aspect corpusculaire, où l'impulsion est égale à m, donc la masse de la particule, fois sa vitesse. Et d'un autre côté, on a l'aspect ondulatoire, puisque l'impulsion est égale à la constante de Planck divisée par la longueur d'onde. Donc il dit longueur d'onde, dit onde. Donc en accolant les deux, donc l'aspect corpusculaire avec la particule et sa masse, et l'aspect ondulatoire avec la longueur d'onde, on obtient donc cette formule. Et voilà, c'est fini pour le premier cours des notions de base. Donc là, je vous ai mis le lien de la petite vidéo dont je parlais pour tout ce qui est de la force magnétique, qui modélise bien en 3D en fait tous les mouvements.